Bien, bonjour, je suis le professeur Hassan Saleh, je suis responsable de votre module thermodynamique mécanique des fluides. On va entamer notre deuxième séance de ce cours-là. Alors la première fois, il y a 2 jours, je vous ai parlé un peu de l'introduction d'une manière générale de la thermodynamique. Donc l'essentiel de la thermodynamique, pourquoi la thermodynamique, j'ai expliqué comment on peut voir que la thermodynamique c'est une matière très importante au niveau bien de... Donc on l'a vu tous les jours, la thermodynamique, les machines frigorifiques, les machines thermiques et tout ça. Et donc aujourd'hui, bon, on va donc entamer notre premier chapitre. Notre premier chapitre donc sur la thermodynamique. J'avais déjà... alors la dernière fois j'avais présenté le plan du cours, donc c'était le chapitre 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et j'avais entamé le chapitre numéro 1 et le paragraphe numéro 1.1.1. Et là où j'avais expliqué que le système matériel il devrait avoir une masse M, occuper un volume V, porter à une température T, assumer une pression P, et il est représenté par une énergie interne U. L'énergie interne U, donc, due à l'interaction entre les particules qui constituent le système, c'est-à-dire les atomes, les molécules et tout ça. Alors, tout système matériel, il est représenté, il est limité, il est délimité par une paroi, une frontière qui le sépare de son milieu extérieur. D'accord? Et donc, il devrait y avoir une énergie, un échange d'énergie avec le milieu extérieur, soit sous forme de chaleur, soit sous forme de travail, c'est-à-dire énergie mécanique. Donc, tout ça, nous l'avons vu la dernière fois. Donc, nous allons continuer toujours dans le même contexte. Et donc là, bon, le système thermodynamique que vous avez là, il peut être ouvert, il peut être fermé, il peut être isolé. Alors, c'est quoi un système fermé? Donc, vous voyez ici que le système fermé, il est fermé par un bouchon. Donc, si, quel que soit le mouvement de votre système ici, qui est le liquide qui se trouve là, ou bien le gaz, ou bien ce que vous avez mis ici, eh bien, ici, vous avez la frontière, la paroi, qui sépare le milieu et le système et le milieu extérieur. Alors, quel que soit le mouvement, est-ce que la matière elle peut sortir? Non, il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que vous avez un bouchon. Donc, ce système-là, il peut échanger avec l'extérieur seulement l'énergie. Il peut échanger de l'énergie sous forme de chaleur et sous forme de travail. Mais il ne peut pas y avoir un échange de matière. Donc, un système fermé, c'est un système qui n'échange que de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme de chaleur et sous forme de travail. Mais il ne peut pas y avoir de transfert de la matière. Exemple, une pile, un téléphone, le réfrigérateur. Donc, est-ce que la masse d'un téléphone, il change? Il ne change pas. Mais il peut échanger, bien sûr, de l'énergie. Un système ouvert, il faut ouvrir le bouchon. Et donc, vous voyez que la matière, elle peut sortir. Ça veut dire que le matériau, le système, il peut échanger de la matière, il peut échanger de l'énergie. Donc, un système ouvert, il peut y avoir échange de la matière et de l'énergie entre le système et le milieu extérieur. Exemple, le corps humain, l'être humain. Donc, si vous parlez, vous avez remarqué que l'air, il sort par, le gaz, il sort par, au niveau de votre bouche, par exemple. Donc, on peut dire que le corps humain c'est un exemple d'un système ouvert. Ou bien tout simplement, vous prenez une bouteille, vous mettez de l'eau, et bien si vous inclinez un petit peu la bouteille, et bien l'eau elle va sortir. Donc c'est un exemple aussi d'un système ouvert. Un système isolé, c'est un système qui est bien fermé, qui est bien isolé du milieu extérieur. Ça veut dire que c'est un système qui est fermé et qu'il ne peut pas y avoir qu'il ne peut pas y avoir d'échange ni de l'énergie ni de la matière avec l'extérieur. C'est un système isolé. Par exemple, les bouteilles isothermes, c'est ce qu'on appelle les thermos que vous avez à la maison, ce sont des systèmes isolés. Hein. Donc, si vous placez du thé à 8 heures du matin, la température c'est 60 degrés C. À midi, vous allez ouvrir votre thermostat et vous allez voir que la température c'est toujours à peu près la même chose. Ça veut dire la température n'a pas changé. Ça veut dire qu'il n'y a pas échange de chaleur. Il n'y a pas échange de travail aussi. Pourquoi? Parce que le thermo ne bouge pas, il ne se déplace pas. Ici, vous avez l'exemple d'un système thermodynamique. C'est le gaz que vous avez dans un moteur d'une voiture, un moteur à explosion d'une voiture. Et bien le gaz ici vous avez l'entrée des gaz et ici vous avez la sortie des gaz.
Ici, vous avez une bougie qui permet de créer une étincelle, le feu, donc pour créer une explosion. C'est pour cette raison qu'on appelle ce système-là un moteur à explosion. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le carburant, il va rentrer par là. Le carburant, ça peut être de gaz, des gasoils, ça peut être de l'essence qui est mélangé avec de l'air. Donc, il va rentrer ici, et c'est ça qui représente notre système thermodynamique. La limite, la frontière, la paroi, il est représenté ici en pointillé. Et donc l'extérieur, c'est ça. Donc l'extérieur, c'est quoi? C'est la paroi, plus le piston, plus le milieu extérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le système, il rentre ici, le gaz, le gasoil, l'essence ou bien le gasoil, plus l'air. Donc le piston, il monte et il descend. Alors s'il monte, le volume il diminue, le gaz se comprime. Si le piston descend, le volume il augmente et donc le gaz se détend. Et donc dans ce cas, la pression il diminue. Donc si le piston monte, le volume diminue, les particules se rapprochent les unes des autres et donc le volume et donc la pression il va augmenter. À l'inverse, si le piston descend vers le bas, eh bien vous allez voir quoi? Vous allez voir le volume qui augmente, les particules s'éloignent les uns des autres et donc dans ce cas la pression elle va augmenter. Et donc c'est un mouvement cyclique. Il monte, le piston il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et c'est ce qui provoque, le déplacement de la voiture donc le long de grands trajets. Alors ici vous avez un exemple. Je vais vous lancer cette vidéo là qui permet un peu de comprendre le principe d'explosion, le principe de fonctionnement de ce type de moteur à explosion. Donc je vous laisse voir et suivre cette vidéo. Bien. Prenons une boîte cylindrique dont le fond est en métal et dont le couvercle peut s'enlever facilement. Dans le fond de cette boîte, on a pratiqué un petit trou de diamètre égal à 4 mm environ. À l'aide d'une pipette, prélevons quelques millilitres, quelques gouttes, d'alcool à brûler ménager. Versons le contenu de la pipette dans la boîte. Ajoutons-y aussi un bouchon, puis refermons la boîte et secouons-la en prenant soin de boucher le trou avec un doigt. En se déplaçant dans la boîte, le bouchon facilite la vaporisation de l'alcool et permet de réaliser un mélange homogène alcool-air. Tenons maintenant la boîte à peu près horizontalement et approchons une flamme du trou. On entend une violente explosion et le couvercle de la boîte est expulsé, parfois jusqu'à plusieurs mètres du lieu de l'expérience. Tant que le couvercle reste en place, la combustion du mélange gazeux se fait à volume constant, donc la pression dans la boîte augmente. Lorsque celle-ci devient trop forte, le couvercle est éjecté violemment. Dans un moteur à explosion, l'augmentation de pression dans un cylindre ne fait pas ouvrir celui-ci, mais fait déplacer un piston qui transmet son mouvement à l'arbre moteur. L'énergie chimique est ainsi transformée en énergie mécanique. Bien, donc vous avez entendu cette vidéo. Donc ça explique comment le fonctionnement de ce moteur à explosion, pardon, donc il permet d'avancer les véhicules, les voitures, les camions et tout ça. Alors, maintenant je vais parler au paragraphe 1.2, je vais passer au paragraphe 1.2 plutôt, je vais parler de l'état d'un système. Alors l'état d'un système est décrit par un certain nombre de paramètres, la masse, la pression, le volume, la température. Et bien ces paramètres-là, on les appelle les variables d'état. On les appelle les variables d'état.
Alors la relation entre ces variables d'état, il s'appelle la fonction d'état. D'accord? Alors généralement, donc il existe une fonction entre la pression, le volume et la température. Donc on écrit F de PVT égale à 0. Par exemple, si vous avez un gaz parfait, on peut montrer, ou bien on peut vérifier expérimentalement, que P fois V est égal à nRT. Ça veut dire P fois V moins nRT est égal à 0. Ça veut dire que F de PVT ici est égal à quoi? Est égal à PV moins nRT. D'accord? Alors bien évidemment, P c'est la pression, il s'exprime en pascal. V c'est le volume, il s'exprime en mètre cube. N c'est le nombre de moles. R c'est la constante des gaz parfaits, s'exprime en joule par Kelvin par mol, et T c'est la température en Kelvin. Alors généralement on ne peut pas mesurer, établir directement expérimentalement cette équation d'état, mais on la détermine, on la déduit à partir de la mesure de quelques paramètres, de quelques coefficients. Et bien ces coefficients ils s'appellent les coefficients thermoélastiques. Les coefficients thermoélastiques, vous en avez trois. Il y a le alpha, le bêta et le xi. Alors le alpha, c'est ce qu'on appelle le coefficient de dilatation isobar. Alors isobar, ça veut dire pression constante. Le bêta, c'est ce qu'on appelle le coefficient de compression isobar. Et isocore, ça veut dire volume constant. Et le xi t, c'est ce qu'on appelle le coefficient de compressibilité isotherme. Isotherme, ça veut dire température constante. Alors il faut que les trois coefficients soient positifs. Ici il faut mettre moins. Pourquoi? Parce que cette dérivée partielle est négative. Si je suis à une température constante et que j'augmente la pression, eh bien le volume il va diminuer. Le volume il va diminuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire V c'est une fonction décroissante. Mathématiquement une fonction décroissante de P, eh bien cette dérivée est négative. Par contre ici, la dérivée de P par rapport à T elle est positive. Et ici, la dérivée de V par rapport à T elle est positive. Pourquoi? Parce que je suis ici à pression constante et je suis à volume constant. On peut vérifier cette relation-là. La dérivée partielle de V par rapport à T à pression constante fois la dérivée de T par rapport à P à volume constant fois la dérivée de P par rapport à T par rapport à V à température constante est égale à moins 1. Ça, on peut la démontrer. Donc expérimentalement, on peut mesurer le alpha. Expérimentalement, on peut mesurer le bêta. Expérimentalement, on peut mesurer le xi. Et donc, à partir de la mesure de ces trois coefficients, on peut déduire l'expression de l'équation d'état. Si on obtient que P fois V est égal à nRT, on dit qu'il s'agit d'un gaz parfait. Si on obtient quelque chose qui est différent de ça, donc si vous avez un gaz, eh bien le gaz n'est pas parfait. On dit que c'est un gaz réel. Pour les liquides, vous allez avoir d'autres équations, et ainsi de suite. Alors, pour un gaz parfait, on peut calculer alpha bêta. On va trouver que alpha est égal à bêta est égal à 1 sur T. On va trouver que xi est égal à 1 sur P. On peut vérifier que le produit de bêta fois xi T fois P est égal à alpha. Cette relation elle est générale pour n'importe quel système thermodynamique. Alors, nous avons vu qu'il y a les variables d'état, qui sont la pression, le volume, la température, la masse, le nombre de moles. Nous avons vu qu'il y a l'équation d'état, c'est l'équation F de PVT égale à 0. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions d'état. Alors les fonctions d'état, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle l'énergie interne U. Il y a ce qu'on appelle l'enthalpie H, majuscule. Il y a ce qu'on appelle l'entropie S, majuscule. Alors, ces trois fonctions d'état, ce sont des fonctions qui dépendent des variables d'état. Ça veut dire l'énergie interne, c'est une fonction qui dépend de PVT. L'enthalpie, c'est une fonction qui dépend de PVT. L'entropie, c'est une fonction qui dépend de PVT. D'accord? Alors l'énergie interne, j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'énergie interne, lorsque je vous ai présenté le système thermodynamique. L'enthalpie, je n'ai pas encore parlé de l'enthalpie, on va la voir au niveau du chapitre 1-2. Et l'entropie, je n'ai pas encore parlé de l'entropie, on va la voir au niveau du chapitre 2 et chapitre 3. D'accord? Donc ce sont des fonctions internes, des fonctions d'état, pardon, ces fonctions d'état, qui est l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie. Et bien ces fonctions-là, on peut les mesurer. On ne peut pas les mesurer directement. Mais on les déduit à partir des mesures des variables d'état, P, V et T. La transformation d'un système. Alors un système thermodynamique peut passer d'un état initial à un état final. Un état initial, il est représenté par une température initiale, un volume initial et une pression initiale. L'état final, il est représenté par un volume final, une température finale et une pression finale. D'accord?
Et donc ici vous avez l'exemple de la compression d'un piston. Ici vous avez une pompe à vélo par exemple. Ici vous avez de l'air. Ici vous avez le piston qui est bien ferme, qui est bien étanche. Et donc à l'état initial, le piston il était là. Donc il était là. Donc tout ça c'est le volume occupé par le piston à l'état initial. Et bien ce volume là c'est V1. La pression c'est P1. Et bien la température ça va être T1. La température T1 que l'on obtient à partir de l'équation d'état F de PV est égal à F de PVT est égal à NRT. F de PVT égale à 0. Et donc si je comprime, ça veut dire j'exerce une force extérieure sur le piston ici. J'exerce une force extérieure sur le piston. Et bien le piston il va venir, il va venir, il va venir jusqu'à un volume final. Et le volume final c'est ça, c'est le volume V2. Il est là le volume V2. Eh bien, la pression, il a augmenté, il a diminué. Il a augmenté. Pourquoi? Parce que ici, le volume, il a diminué. Donc, j'ai rapproché les atomes, les particules qui constituent le gaz les unes des autres. Donc, les forces d'interaction métiers ont augmenté. Et donc, l'énergie potentielle, elle a augmenté. Donc, la pression, il a augmenté. Donc, c'est là. Ici, vous avez une pression P1. Ici, vous allez avoir une pression P2 plus grande. On dit qu'il s'agit d'une compression. Une compression, ça veut dire une diminution du volume. Je suis passé d'un volume V1 plus grand vers un volume V2 très petit. Donc, il s'agit d'une diminution de volume, d'une augmentation de pression. Voilà, donc on dit qu'il s'agit d'une compression. Si j'avais fait l'inverse, V1 il était là. Si j'avais tiré le piston vers la droite ici, eh bien le volume V2 il va être plus grand. Donc on était là, on va passer de l'autre côté. Et dans ce cas, le volume il a augmenté et la pression il va diminuer. Il va diminuer ici. Et donc on va dire qu'il s'agit d'une détente. Alors une transformation qui s'effectue très lentement permet au système de rétablir son état d'équilibre à chaque instant de son évolution. Cette transformation est appelée une transformation réversible ou bien une transformation équilibrée. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est un état initial d'équilibre. Ça c'est un état initial d'équilibre. Ça c'est un état final d'équilibre. Donc pour passer de l'état initial à l'état final, je peux passer de deux manières. Je peux passer doucement. Ça veut dire lorsque j'appuie sur le piston, j'appuie doucement. J'appuie doucement, donc j'étais là, je vais venir ici. J'appuie doucement, je vais venir ici. Hein? Et lorsque j'arrive ici, je suis dans un état d'équilibre. J'appuie doucement, j'arrive là. Donc je suis dans un autre état d'équilibre. J'appuie doucement, j'arrive là. Je suis dans un autre état d'équilibre. Donc, si je vais doucement entre l'état initial et l'état final, je passe par une infinité d'états d'équilibre. On appelle ça une transformation réversible ou bien une transformation équilibrée. Ça, c'est la première possibilité de passer de l'état initial à l'état final. La deuxième possibilité, c'est que je peux passer de l'état initial à l'état final rapidement, brusquement, brutalement. Ça veut dire j'appuie d'une manière très très forte, très violente de là, et donc en quelques fractions de secondes, j'arrive ici. J'arrive ici très très rapidement. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'état d'équilibre entre les deux. Il y a seulement l'état d'équilibre initial, et il y a l'état d'équilibre final. Donc il y a seulement ici deux états d'équilibre qui sont l'état d'équilibre initial et l'état d'équilibre final. On dit que c'est une transformation qui est très très rapide, donc ce n'est pas une transformation réversible. C'est une transformation irréversible. D'accord? Voilà. Donc c'est ce que je dis ici. Lorsque une transformation se fait très très lentement, on permet au système de rétablir son état d'équilibre à chaque instant. Donc à chaque instant entre l'état initial et l'état final, on passe par des états d'équilibre. Et donc on dit que c'est une transformation réversible ou bien équilibrée. Donc ici, ça c'est l'état initial, ça c'est l'état final. Je vais doucement, j'arrive ici, je reste un petit peu, je suis dans un état d'équilibre. Je vais doucement, j'arrive ici, un état d'équilibre, et je fais la même chose, jusqu'à ce que j'arrive à l'état final. Donc je passe par des états d'équilibre. Donc ça c'est une transformation très très lente. On dit que c'est une transformation réversible. Si je vais de l'état initial à l'état final de façon très rapide, donc il ne va pas y avoir d'état d'équilibre intermédiaire, il va y avoir seulement l'état d'équilibre initial et l'état d'équilibre final. On dit que c'est une transformation irréversible.
La transformation qui ne permet pas les conditions d'équilibre est appelée une transformation irréversible. Réversible. L'expérience montre qu'il en est tout autrement dans la réalité. Il suffit pour s'en convaincre de considérer un mélange réactif où le système évolue spontanément vers un nouvel état d'équilibre. On peut aussi observer un bloc de glace glissant sur une surface. Le frottement se traduit par l'apparition de l'eau à l'interface eau qui nécessiterait un apport extérieur d'énergie pour se resolidifier. Une telle transformation, elle est irréversible, bien sûr. Si vous prenez un morceau de glace, donc au départ c'était de la glace, vous le placez sur un récipient, il va se réchauffer naturellement, il va devenir liquide, mais est-ce que spontanément il peut revenir tout seul à son état initial ou devenir solide? Non. Donc c'est une transformation irréversible. Alors, les transformations qui sont possibles en thermodynamique, il y en a 4. Il y a une transformation qui s'appelle, la première c'est une transformation isotherme, c'est une transformation qui se fait à température constante. Une transformation isobare, c'est une transformation qui se fait à pression constante. Une transformation isocore, c'est une transformation qui s'effectue à volume constant. Une transformation adiabatique, c'est une transformation au cours de laquelle le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Ne change pas de chaleur, ça veut dire que la quantité de chaleur égale à 0. Et donc dans ce cas, on va trouver une équation d'état qui s'écrit sous la forme P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Alors gamma c'est une constante qui dépend, qui caractérise le système. On va voir la signification de gamma par la suite. Et donc ces trois transformations ils sont représentées ici. Alors la pression représentée en volume, en fonction des volumes, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Le diagramme de Clapeyron, c'est tracer la pression des systèmes en fonction de son volume. Alors, la transformation qui se fait de 1 vers 2. Vous voyez que tous les états intermédiaires, ils ont la même pression, P2. Tous les points qui se trouvent ici, ils ont la même pression. Donc, c'est une transformation qui se fait à pression constante. C'est une transformation isobare. Si vous regardez la transformation ici de 1 vers 2, tous les points qui se trouvent dans la transformation, tous les états qui se trouvent ici, ils ont le même volume. Ça veut dire que c'est une transformation qui se fait à volume constant. On dit que c'est une transformation isocore. Une transformation isotherme, il se fait comme ça, température constante. Et une transformation isobare, une transformation adiabatique, il se fait comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez P est égal à une constante divisée. P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est égal à une constante sur V à la puissance gamma. Donc P est égal à une constante sur V à la puissance gamma. C'est comme si vous avez f de x est égal à 1 sur x à la puissance gamma. Donc f de x est égal à 1 sur x à la puissance 1 sur gamma. Vous avez une courbe qui représente ici, qui est représentée comme ça. Pour les isothermes, vous avez P fois V est égal à nRT. P fois V est égal à nRT. Donc isotherme, ça veut dire T constante. Donc P fois V est égal à nRT, ça veut dire que P est égal à nRT sur V. P est égal à nRT sur V. nRT c'est constant. Donc c'est comme si vous avez f de x est égal à 1 sur x. f de x est égal à 1 sur x, vous avez une fonction qui est comme ça. Donc voici la forme, l'allure de chaque transformation. Isobare à pression constante, isocore à volume constant, isotherme à température constante et adiabatique à volume constant. Alors là, dans le cas des grandes valeurs de V, l'isotherme se trouve au-dessus de la diabatique. Par contre, dans le cas des faibles valeurs du volume V, eh bien, ici, vous voyez que la diabatique se trouve au-dessus de l'isotherme. Donc, tout ça, on peut le voir. Alors, le cycle thermodynamique, c'est ça. Donc, vous êtes dans un diagramme P en fonction de V. Vous êtes dans l'état initial. Par une première transformation, j'arrive à l'état numéro 2. Par une deuxième transformation, j'arrive à l'état numéro 3.
Par une quatrième transformation, j'arrive à l'état numéro 4. Et par une quatrième transformation, j'arrive à l'état final qui coïncide parfaitement avec l'état initial. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décrit un cycle. J'ai décrit un cycle dans lequel l'état initial et l'état final sont confondus. Donc, on appelle ça un cycle thermodynamique. Donc, c'est quoi un cycle thermodynamique? C'est un ensemble de transformations successives où l'état final se confond avec l'état initial. Lorsqu'un système thermodynamique effectue un ensemble de transformations successives, ça veut dire l'une après l'autre, et revient à son état d'équilibre initial, et bien cet ensemble de transformations est dit un cycle thermodynamique. C'est un cycle thermodynamique pour un moteur combustion interne, par exemple. Bon, ça c'est, on va le voir dans les exercices. Ça c'est un cycle d'un moteur, le moteur d'une voiture. Le moteur d'une voiture, par exemple, son cycle, on peut le représenter comme ça. Le moteur d'une voiture, je rappelle, nous l'avons vu tout à l'heure. Le moteur d'une voiture, voilà. Donc le piston, il monte, il descend. Donc lorsqu'il monte, il arrive à une position initiale, il descend, il monte, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le gaz, il rentre, et il va effectuer un certain nombre de transformations. Il va sortir par échappement. Ça c'est, ensuite il va rentrer, ainsi de suite. Ensuite il va rentrer, ainsi de suite. Donc c'est un cycle thermodynamique. D'accord? Donc je vais arrêter là, je vais m'arrêter là pour cette deuxième séance. Je vous remercie de votre attention.